Bonjour à toutes et à tous, apprentis hackeuses et apprentis hackers. Alors, en ce mois de février, la pentesteuse qui illustre cette vidéo est Amel Chada, puisqu'elle a écrit un article dans Misc qui est fort intéressant et assez original. En tout cas, j'avais jamais lu d'article sur ce sujet, sur les interactions interapplications sur Android. Et du coup, ce mois-ci, on va faire une machine avec un peu d'Android, mais ce sera une vulnérabilité bien plus classique que ces dialogues interapplications, puisque j'ai pas trouvé de challenge de machine où il y avait ce type de vulnérabilité exploitée. Ça serait intéressant que des créatrices et des créateurs de machines pensent à en faire une. Et du coup, comme chaque mois, on va commencer par une petite minute frime. Un minute frime, c'est sur un prolab que j'ai fini il y a un petit moment, mais j'en avais pas parlé, sur Hack the Box. Prolab qui s'appelle Alchemy en anglais, Alchimie en français. Il est là. Et du coup, ce prolab, j'ai trouvé super chouette, puisque c'est rare d'avoir un prolab où en fait il faut d'abord compromettre l'entreprise, fictive évidemment, depuis internet, et une fois qu'on a compromis cette entreprise, on va pouvoir rebondir du réseau IT vers le réseau OT, et donc compromettre plus des équipements industriels. Donc là c'est une brasserie de bière, donc c'est intéressant. Bon, après, moi, je fais pas beaucoup d'outils, donc je suis pas sûr que ce soit très réaliste. En tout cas, je pense que dans les pentests, l'outil, on a rarement le droit de jouer à carrément modifier les machines, parce que là, il y a vraiment des conséquences physiques. Mais du coup, là, c'est intéressant pour voir si on avait le droit de pouvoir toucher ces machines, qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et par contre en pentest ça m'arrive quand même de temps en temps de devoir enfin en tout cas, le plus fréquent c'est de devoir vérifier le cloisonnement entre l'IT et l'outil, et ça arrive quand même que quand on fait un pentest interne on tombe sur du SCADA, de l'ICS, on fait what the fuck, qu'est-ce que ça fait, pourquoi depuis le réseau IT on arrive à taper ce genre de service. Voilà pour la minute frime. Et ce mois-ci, c'est une minute résistance qu'on va inaugurer avec tout ce qui est poussé des GAFAM sur la démocratie. Et du coup, il y a quelques articles intéressants que j'ai relevés ces derniers temps sur qu'est-ce qu'on peut faire pour que les démocraties résistent à ces manipulation d'opinion, ou en tout cas tentative d'influence des GAFAM et du gouvernement US, puisque il y a quand même un lien fort. Et donc on a tous ces articles, je vais les mettre sous la vidéo. Il y a un épisode du podcast CQFD qui est sur l'IA et sur le lobby de l'IA qui est intéressant. Et globalement l'idée intéressante pour résister de ce podcast, c'est de politiser un peu plus le sujet pour que ce soit tous les citoyennes et tous les citoyens qui profitent de l'IA et pas uniquement quelques personnes techniques. Et donc associé à ça, on a Data for Good, qui est un projet, qui sont plusieurs projets d'ailleurs intéressants sur utiliser cette data science pour les associations qui luttent pour la justice sociale, démocratie, environnement. Donc c'est des sujets dont on parle peu, je trouve, qui sont intéressants à creuser. Et sinon, on a tout ce qui est changer en gros, quitter les GAFAM. C'est pas nouveau comme discours, mais c'est toujours d'actualité, puisqu'on a par exemple la Cour pénale internationale qui va abandonner Office pour aller sur OpenDesk. Cour pénale internationale qui a été très ciblée par les Américains, donc elle a tout intérêt à quitter les outils américains. On a donc une pression qui s'accentue sur les politiques pour quitter le réseau X qui est clairement infréquentable. Et on a des associations féministes qui sont invisibilisées par Meta, donc là notamment par le
puisqu'il joue sur les publicités, mais comme les algorithmes de méta sont pas transparents, on peut imaginer qu'il joue aussi sur les vues, etc. Des associations féministes. Donc bon, l'idée c'est de quitter les réseaux sociaux pour aller, en tout cas les réseaux sociaux des GAFAM, pour aller vers des trucs plus éthiques, un type Mastodon, celui qui est le plus souvent cité. Et il y a aussi des discussions en cours pour carrément quitter les réseaux sociaux et revenir sur du journal papier. C'est curieux, intéressant ce retour en arrière pour lutter contre la manipulation et pour pouvoir continuer à militer de manière juste et éthique. Voilà pour la minute résistance, et on peut entamer la machine du mois, comme vous avez pu le voir brièvement tout à l'heure, puisque j'étais connecté dessus. Ce mois-ci on va faire la machine Big Bang, qui est une machine difficile, donc comme à chaque fois je vais prendre le bon chemin pour que la vidéo soit pas trop longue, mais elle risque quand même d'être un peu longue puisque la machine est assez costaud. Et donc on va voir, en théorie le phare ne parle pas le GIF, et c'est ce qu'on va voir de ce pas, puisque comme à chaque fois j'ai déjà fait le scan Nmap de cette machine pour gagner du temps. Et au niveau de l'ouverture des ports, c'est du très classique 2280. Si on regarde le ETC host, normalement j'ai déjà mis, parce qu'on voit que le scan Nmap renvoie bien un bigbang.htb, il renvoie même un sous-domaine blog. Donc normalement je les ai déjà mis. Cette deuxième ligne on l'ignore pour l'instant, on l'a pas encore trouvé, mais la première ligne elle est bien renseignée, et d'ailleurs elle est bien renseignée mais pas avec la bonne IP, puisque maintenant les IP changent à chaque fois, donc on va la modifier. TC host, et donc je copie-colle l'adresse IP cible sur bigbang.htb. Alright, et donc allons nous connecter sur le serveur web de cette cible, qui renvoie automatiquement sur blog Big Bang. Donc on a un site qui parle évidemment du Big Bang de physique. D'un point de vue technique, ce qui va nous intéresser, c'est le fait que on a du BuddyForm, donc un plugin qui simplifie la création de formulaires et la gestion de contenu sur WordPress, et on voit d'ailleurs que c'est bien du WordPress, puisque tout en bas il y a bien Design with WordPress. Ok, et donc qui dit WordPress dit WP-Scan, on l'a fait plein de fois précédemment, donc je rentre pas dans le détail. Pour WP-Scan il faut une clé API qui est gratuite, mais voilà pour info. Donc là elle est renseignée dans un fichier, je sais plus lequel, c'est pour ça que j'ai pas à la rentrée. Alors il trouve pas mal de choses déjà, on a la version WordPress qui est pas à jour, et on a le plugin BuddyForms qui est pas à jour non plus. Ce qui est intéressant aussi, c'est au niveau des utilisateurs qu'il identifie, il y a Shocking en plus de route. Ok, alors si je regarde les différentes choses remontées, comme pour aller plus vite je prends directement la bonne piste, mais là on pourrait en creuser plusieurs en fonction de la priorisation qu'on met sur ce qui est remonté par le scan. Mais ici celui qui va nous intéresser, elle est où? C'est une CVE de 2023. 2023, elle est là, 2632, c'est celle-ci qui va nous intéresser. Donc je copie-colle le lien. Unauthenticated phare deserialization, donc en français c'est la désérialisation en mode non authentifié du phare PHAR, c'est les archives PHP, un format d'archives qui est plus trop utilisé. On va voir d'ailleurs que c'est pas forcément la vulnérabilité qu'on va pouvoir exploiter jusqu'au bout, mais dans un premier temps, pour l'instant on ne sait pas,
Et on voit que effectivement ça nous intéresse puisque ça permettrait d'avoir une RCE, donc une prise en compte de l'exécution de code à distance, sans être authentifié sur la cible. Donc à partir de là, on peut, donc là je suis allé sur cve.org en partant du lien fourni par WPScan. En général je regarde plutôt les CVE sur NIST, mais bon ça change pas grand chose à ce niveau là. Mis à part que on a un article sur l'exploitation de cette CVE par Tenable. Et moi je m'étais basé sur un autre article. Tac. J'avoue que celui-là, le Tenable, je l'ai pas lu, donc ça se trouve, il est aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on a comme exploit de cette CVE? SentinelWad, GitHub. Je crois que c'est celui-là que j'avais regardé moi. C'est peut-être un peu copier-coller d'ailleurs, parce que ça a l'air d'être Tenable aussi. Il a l'air un peu plus détaillé quand même. Ok, alors du coup, quand on regarde cet article, on voit que ça joue sur Bodyform évidemment, et ça joue sur une URL en particulier. Blablabla. Bon, pas grand chose, hein. On peut pas l'avoir en meilleure qualité que ça. Tac. Parce que globalement, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Mais vous n'allez pas voir grand chose. Là, c'est mieux. Non. Pourquoi il m'affiche une qualité aussi naze? On va essayer avec un autre navigateur. Tac. Parce que peut-être que dans... Ah mais c'est parce que j'ai activé ça. C'est pour ça que ça affiche un truc tout moche. Est-ce que c'est mieux là? Ouais, bon, on a toutes les putains de fenêtres fermées. Bam. Voilà. Ok, donc on veut jouer avec cette requête post admin Ajax. Alright. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va sur cette... on va lancer Burp déjà. Il est là. Je le mets en grand. On ouvre un browser qui passe à travers Burp. Comme ça, on va pouvoir jouer en détail avec les requêtes. Donc nous, notre cible, elle est ici. Je vais dessus, bim. Et du coup, si on regarde l'article, hop, c'est sur WP admin Ajax. Donc je vais aller dessus. WP admin Ajax.php. Ça renvoie 0. On est en get. Donc je prends cette requête, WP admin. On va prendre l'historique, ça ira plus vite. Voilà, celle-ci. CTRL R, CTRL SHIFT R, puisque je vais jouer avec. Donc, première chose, c'est du post. Donc je change la méthode pour du post. Ça envoie 400. Donc si on regarde l'article, si je suis au bon endroit, donc il va falloir mettre un paramètre action avec upload image from URL, une URL, ID, accept file. Donc, comme je suis un gros flemmard, je vais faire un copier-coller. Par contre, le copier-coller, il ne faut pas que je loupe, puisqu'il faut que j'utilise mon IP comme URL. Mon IP dans le tunnel pour que la machine cible puisse la taper. Ça va ressembler à ça du coup. Hop. Et du coup, là en gros, je vais lui dire de, enfin,
concept c'est de voir si la SSRF fonctionne, c'est-à-dire de voir si le serveur va émettre une requête vers ce serveur là sur un GIF que j'ai spécifié au pif. Ici on l'indique qu'elle s'appelle Lisbeth. Donc je vais créer un répertoire. Pour l'instant je vais pas mettre de GIF dedans, déjà on va voir si la requête passe, mais comme après on va en avoir besoin, autant le créer tout de suite. Je mets en écoute un serveur web HTTP et on lance la requête. Et on voit que mon serveur web reçoit bien une requête sur lisbeth.gif, donc ça marche bien, on a bien une SSRF sur la cible. Donc jusqu'ici tout va bien. Et si je mets un GIF dans le répertoire, donc pour générer un GIF, il y a plein de possibilités, hein. On peut prendre une capture d'écran et l'enregistrer au format GIF par exemple. Hop. Dans mon cas, je vais aller chercher un GIF qui traînait, je ne sais plus où, et je le mets dans le répertoire www. Donc ici, si je fais une autre fenêtre et que j'affiche le www, j'ai bien mis un lisbeth.gif. Donc je rejoue la requête. Et là on voit qu'il va bien récupérer mon GIF et que le message d'erreur est différent. Tout à l'heure ça disait status failed, file type not allowed. Excusez-moi pour l'accent. Et ce coup-ci on a bien un status OK, il vient bien taper le fichier GIF. OK, donc jusqu'ici tout va bien. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que cette GIF, en fait, elle est mise dans ce répertoire qui est mis ici avec des backslash sur le JSON, ce qui nous donne en traduction, si j'enlève les backslash, ça, et là je fais, donc je vais aller récupérer l'image et faire un XXT dessus pour confirmer que l'image est intègre et que c'est bien une GIF. Pas modifiée par le serveur. Elle est bien joignable depuis l'extérieur, hein, donc dans ce répertoire uploads. Donc on a une SSRF et on a une possibilité d'uploader des images GIF sur la cible. Ça progresse, c'est bon signe. Et donc du coup là on peut passer pas mal de temps à essayer d'exploiter cette CVE avec le fichier PHAR, je sais pas comment ça se prononce, phare PHAR. Mais en fait, on va pas y arriver a priori parce que Bank c'est plus supporté. Enfin, la désérialisation automatique n'est plus supportée sur ce format-là depuis 2020 et depuis une version PHP 8. Or, si on regarde ici les réponses, on voit bien que c'est pour Powered by PHP 8.3.2. Donc c'est plus exploitable sur cette version. Ok. Alors vu qu'on a la version PHP et qu'on a une SSRF, donc la SSRF on l'a utilisée pour uploader un fichier en tapant notre machine attaquante. Mais est-ce qu'on pourrait pas taper des fichiers en local pour aller lire? Donc, du coup avoir une LFR, local file read, sur la cible. Et donc pour tester ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer un container Docker de la version PHP 8.3.2, donc la version PHP sur la cible. Ça nous permettra de voir où c'est qu'il y a des fichiers GIF potentiels sur la cible, si c'est resté identique. Donc je fais un Docker run de cette version d'Apache. Ensuite je récupère l'identifiant du container Docker pour me connecter avec un bash dessus. Voilà, et sur ce container Docker de la version Apache officielle, je fais une recherche de fichiers GIF et on voit qu'il y en a quelques-uns qui traînent sur Apache 2 Icons. Donc c'est parfait, on va pouvoir essayer une LFR, donc local file read, d'aller taper un fichier en local sur le serveur. Donc là on peut prendre le premier, peu importe, le PI7, Pi7 en français. Donc je remplace ce que j'avais mis, c'est-à-dire mon adresse IP avec mon serveur HTTP sur ma machine attaquante, par un file de .// et le chemin en dur
de ces GIF sur la version officielle de PHP, si ça n'a pas été modifié sur la cible. Et on voit que ça fonctionne, on peut bien lire les fichiers GIF en local sur la machine. Donc c'est quand même pas super pratique d'un point de vue attaquant, mais c'est intéressant de voir qu'on peut taper les fichiers en local. Ce qui serait intéressant d'un point de vue attaquant, ça serait de lire le fichier par exemple etc password. On va essayer de le faire de suite. etc passwd. Et comme tout à l'heure, hein, vu que le fichier c'est pas du GIF, il dit le file tap n'est pas autorisé, c'est logique. Donc on a un local file read de GIF seulement, c'est quand même pas super intéressant. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau avec ce local file read? Et puisqu'on est en PHP, il faut penser aux filtres PHP. Donc les filtres PHP, c'est des fonctions intégrées à PHP qui permettent de faire de manière efficace et simple de la validation et de l'assainissement de données. Et du coup, qui dit filtre PHP dit un outil très pratique qui s'appelle WapWap. Je ne sais plus s'il est déjà installé sur Macali. On va aller voir ça de suite. On va faire ça en bas à droite. Non, il n'est pas installé, donc je vais l'installer de ce pas. C'est sur GitHub, en Bionix. Hop. Donc je m'éteins en paramètres parce que si on va voir sur le GitHub, allez, je le montre vite fait, ça prend pas longtemps. Tac. En termes de prérequis, si on regarde le script, hop. On active sur nos scripts. Voilà, require stan ici. Donc c'est le seul d'ailleurs prérequis pour ce script. Donc je m'éteins en paramètres. Alors, files read. Si je suis pas dans le bon répertoire, ça risque pas de marcher. Hop. On l'a fait, voilà. Et donc maintenant, je dois pouvoir jouer avec WapWap. Parfait. Donc WapWap, qu'est-ce qu'il permet de faire? D'ailleurs, si je reviens sur GitHub, c'est vrai que j'ai regardé directement le script. Donc de jouer avec les scripts, et en gros, on va pouvoir faire sauter des choses avant, après, voilà, des préfixes, des suffixes, ajouter ou enlever, ce qui peut être pratique sur pas mal de cas. Et dans notre cas, c'est pratique. Pourquoi? Parce que on a que la possibilité de lire des GIFs. Et donc si on prend la version XXD, version hexadécimale, si je fais sauter le GIF 89A là au début, du coup est-ce que je pourrais pas lire n'importe quel fichier, texte en tout cas, de la cible. Donc l'idée c'est de générer avec WapWap. On va essayer par exemple sur le tcpasswd comme à chaque fois, hein, tcpasswd puisque c'est un fichier qui est par défaut sur la cible, normalement si on respecte le standard Linux, accessible à tous les utilisateurs. Donc je lui dis de virer le préfixe machin, le suffixe on touche pas, et 1000 c'est la longueur, je l'ai pris un peu aléatoirement, on aurait pu mettre moins ou plus. Donc il me génère un chain.txt qui ressemble à ça. Et donc on va émettre dans notre requête ici, au lieu de etc passwd, on va mettre toute cette longue chaîne. Si je peux la prendre en double cliquant, ça marche bien. Prendre, sélectionner, tac. Et donc je la mets ici, je remplace le file tcpasswd par cette longue chaîne qui rajoute un filtre qui permettrait de virer le image.gif. Est-ce que ça marche? Et bien ça nous génère un 1.2 en tout cas, on n'a pas d'erreur. Et si on va voir ce 1.2 qui est en 2026-02, c'est bien ça,
comme tout à l'heure, on va le faire avec curl. Et bien ça marche, on a bien le fichier etc_passwd. On remarque que du coup il y a ça qui est en amont. Et on remarque qu'il n'est pas en entier, là on voit qu'à la fin le nologi, il manque le n. Mais on arrive quand même à prendre une bonne partie du fichier. Donc on a bien une LFR, donc file read et pas uniquement sur des gifs, donc ça c'est cool. Arrive là, on va arriver à la partie la plus dure de la machine, selon moi en tout cas, puisque vu qu'on a une espèce de LFR, on peut passer pas mal de temps à afficher les fichiers avant de trouver ce qui va nous intéresser. Il y a un indice, alors je sais pas si c'est volontaire ou pas de la part de la personne qui a fait la machine, mais si on regarde, d'ailleurs je vais passer par burp mais c'est pas nécessaire, si on regarde le répertoire uploads qui est en directory listing activé là, en français on peut lister voir les répertoires listés à travers le serveur Apache, donc si on va sur 2026.02 on voit les fameux fichiers que j'ai générés moi. Et si on va à l'époque de la machine qui était, pour rappel, publiée sur Xbox, où c'est qu'on a la date, le 25 janvier 2025. Bon, il n'y a pas grand chose en 2025 si je me souviens bien. Ces trucs là. Ah bah si, on remarque, c'est ça. Moi je m'étais noté en 2024, mais je pense que là c'est pareil. Donc on a des fichiers un peu chelous de 1 méga 8. Donc si on les récupère, donc on va par exemple prendre celui-là, ou le premier en fait, je sais pas celui-là que j'avais utilisé moi sur la machine à l'époque, mais peu importe. On va mettre ça, on va essayer de mettre un peu d'organisation parce que la machine est dure. Je vais mettre ça dans mkdir interesting files. Je parle anglais sur mes noms de répertoire. Et donc on fait un wget de ce fichier. Et si on fait un file de ce fichier, qui est un peu gros, il dit bien que c'est du GIF. Et si je l'ouvre, il y a EOF là-dessus, EOG pardon. Il n'arrive pas à l'ouvrir, donc c'est bizarre. Une GIF aussi gros, il n'arrive pas à l'ouvrir, qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup, pour essayer de comprendre ce que c'est de ce truc, on va faire un string. Et là, clairement, on voit que c'est pas une image, en tout cas pas un GIF, mais c'est plutôt du binaire. Il y a des librairies appelées Linux. Donc un fichier très étrange qui n'a rien à foutre là. Donc on se demande si voilà, qu'est-ce que ça fout là. Et si on remonte un peu, on continue de creuser sur qu'est-ce que c'est que cette étrangeté, on va potentiellement tomber sur un indice intéressant, mais il faut vraiment penser à regarder ça, c'est là. Ici on voit, tiens, ça parle de GNU C librairie, la glibc, et il y a une version. Donc en pentest, à chaque fois qu'on tombe sur une version, le premier réflexe c'est voir est-ce qu'il n'y aurait pas une vulnérabilité associée à cette version. Donc petit rappel pour celles et ceux qui ne connaissent pas, hein, glibc c'est quoi? C'est la GNU C librairie, hein, donc la bibliothèque standard C, qui a été écrite par Roland McGrath pour le projet GNU en 1987, première version 1987. Donc là on est sur de l'historique depuis très longtemps. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette version et je vais demander à un moteur de recherche s'il n'y aurait pas des exploits là-dessus. On va le faire depuis ici. Exploit. Hop. Et ça nous sort un buffer overflow, une glibc, mitigating the icon vulnerability. Donc là on voit que c'est du PHP, ça tombe bien. Nous on est sur un serveur PHP, ça parle de iconv. Il y a un buffer overflow sur iconv. Ok, et donc la CVE elle s'appelle 2024-29-61. Et si on regarde cette CVE pour voir un peu s'il y a d'autres articles sur le sujet, on a un article de l'expo.fr, donc en tant que français, hein, ça m'a sauté aux yeux. Je tiens, l'expo a écrit un article sur l'exploitation de cette CVE.
Et ici on va avoir cet article, donc je vous laisse le lire, hein, ça prend un peu de temps. Tout à la fin, je vais à la fin directement. On voit qu'ils ont fait sur leur GitHub un POC. Donc on va voir ce POC. CNet exploit. Et donc on va jouer avec ce POC pour l'exploitation de cette CVE. Alors dans un premier temps, je vais faire un git clone. On va mettre ça dans un répertoire exploit. Je fais un git clone. Voilà. Alors, en théorie, le POC, il n'y a pas grand chose à mettre à jour, puisqu'il y a juste à updater la remote class. Alors attendez, je vous montre avant de parler. C'est next exploit, mousepad. Hop. Voilà, normalement il y a juste ça à changer, mais nous on est sur un cas particulier, puisque on peut pas lire des fichiers, envoyer des fichiers facilement, puisqu'on a la fameuse problématique que c'est que du GIF. Donc en fait le POC en lui-même, il va falloir le modifier un peu. Donc pour garder la version originale, je vais faire une copie de ce cnex exploit, je vais l'appeler cnex exploit-lisbeth. Comme ça on va modifier une copie et garder l'original si besoin. Ok. Alors, si on regarde ce code, ce qui va être, pour que ce soit pas trop long, je vais vite, hein, ce qui est intéressant, enfin ce qu'il faut changer, c'est la méthode d'envoi et de download. Donc, dans notre cas, le send, ça va pas être return, je vais mettre les 3 lignes d'un coup et je les explique après. Donc on remplace ce return là par 3 lignes qui vont taper donc le wp admin ajax, donc dans notre cas la seule méthode qui permet d'envoyer la GIF. Et ce tfqs code là, ça c'est un équivalent de, c'est un framework qui est utilisé par l'Exfo ici, hein, le framework qui s'appelle TEN, c'était le prérequis du script de Python. Et donc c'est l'équivalent d'un URL lib parse code plus. L'idée hein, c'est de parser correctement l'URL pour que ça passe en argument post. Ok. Et donc dans dev download, juste en dessous, on va remplacer par un contenu un peu plus long mais logique. Donc je vire tout ça, parce que là il utilise PHP filter assez classique, et nous on est obligé d'utiliser la fameuse chaîne qu'on a générée avec WAPWAP, donc ça fait tout de suite un truc un peu plus long. Voilà, après on met le pass comme on a fait pour le TC pass WD, et s'il y a un souci on remplace, on vire le HTTP au démarrage. Et le content 6 ici c'est pour faire sauter les GIF 84 là. Donc c'est que je l'avais fait tout à l'heure. Non, c'est pas là. C'est pas, c'était là du coup. Si on remonte, ça va être très haut. J'ai des intérêts à faire. GIF 80. Voilà, ici là. C'est pour virer ces 6 caractères là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'où le content 6 bim. Voilà, je pense que ça devrait être bon avec ça. J'enregistre, je ferme, et on va pouvoir ajouter ce script. Donc on a des requirements ici, hein. Requirements, ten.tools. Donc je vais ajouter avec le fichier requirements. Et je vais tenter du coup d'exploiter avec un ID, hein, parce que l'idée c'est d'avoir une RCE avec ce buffer overflow sur la icon.
et ça me renvoie une erreur. Il s'attend à avoir ça et il reçoit ça. Et quand on compare les deux chaînes, l'attendu et ce qu'il reçoit, on voit qu'il y a un manque de caractère à la fin en gros. Donc il y a un truc qui tronque. Du coup, on va la jouer CTF, mode pressé un peu sale, et on va modifier la ligne ici, if text not in result. Et ben, je vais remplacer par un start with. Parce que là en fait il attend un truc trop précis, et donc si je mets un start with, il aura au moins le début et après il va pas m'embêter quoi. Et il faut aussi que j'aille à la ligne 118 juste au-dessus ici. Donc au niveau du check token, je vais remplacer donc pareil le result par start with. Puisque du coup moi c'est un peu différent et il peut pas y avoir, enfin c'est plus rapide de vérifier juste si le début est bon que de faire un check intégral de vérification. Si je relance ma commande, c'est déjà mieux, ça va plus loin, et là on a un long message d'erreur qui nous dit expected 8 found 2 au niveau du elf parse error. Donc c'est probablement lié au fait que on a tronqué les 6 derniers bits du libc en le téléchargeant. Du coup la solution pareil un peu en mode schlag dégueulasse mais rapido c'est de faire au niveau du download file, on va commenter carrément la ligne. Je vais faire ça comment? Je vais faire bim, tac. Et à la place, on va plutôt mettre, pardon, hop, celle-ci, hein, hop. C'est des espaces, je mets des espaces. Voilà, donc on remplace le remote pass par 6 remote pass plus 6 nubytes pour ces problèmes du 6 caractères là qui nous embêtent, en espérant que ça pose pas de soucis et que ce mode CRAD soit suffisant pour que le script fonctionne. Donc je relance mon uvrun id. Non, on a encore des soucis. Map decode, pardon. Alright, alors là on va devoir modifier encore le script. Alors moi quand j'ai préparé la machine, moi ça avait marché comme ça, donc on va voir pourquoi c'est nécessaire de modifier encore des choses. Donc je refais un mousepad cnet, je cherche le maps parce qu'il râle sur le maps. Get region, c'est là. Et donc il parle de UTF-8 alors que le maps il doit être en ASCII. On a ici le maps decode et on va remplacer par, enfin on va ajouter en fait dans le maps decode error égale ignore. On ignore les erreurs. Et donc du coup, une fois qu'on a fait ça, dans ce get région,
Donc rajouter un retour à la ligne, faire ce ignore et un split avec un -1, ce qui permettra, si ça rate le match du pattern, de parser les lignes à chaque fois. Voyons voir si ça solutionne le problème. Yes, exploit success. Donc, par contre, on n'a aucune sortie puisque on est à l'aveugle, hein, on n'a pas la sortie de la commande. Donc, pour être sûr que ça marche, on va plutôt faire un curl. Alors, allons-y, faisons un curl sur ma propre machine. Est-ce que j'ai encore ouvert le serveur HTTP? Oui. Parfait. Donc, je vais prendre mon IP que j'ai déjà oublié. Hop. Dans le tunnel, .165. Et allons-y pour la même commande, mais je remplace le ID par un curl sur ma machine avec owned. Pour voir si le buffer overflow avec le RCE permet de exécuter du code. Et ça marche, le curl fonctionne. Donc là, on a l'impression que j'ai juste une SSRF comme c'était le cas avec ce qu'on avait exploité via Burp. Mais non, puisque je peux faire curl, mais je peux faire un peu ce que je veux. J'aurais pu essayer avec ping, avec d'autres trucs. Mais a priori, on a vraiment une exécution de code. Donc, en bas à gauche, je vais mettre un Penelope en écoute sur le 443. Et on n'a plus qu'à faire un reverse shell. Si le curl passe, normalement le reverse shell il devrait passer. Donc là c'est vrai que j'ai mis 443 alors que j'aurais pu faire port 80, on est sûr que port 80 marche. Mais normalement le port 443 va marcher aussi. Donc là je fais un classique bash-c, bash-i, blablabla, def tcp, bim bim. Et ça passe, on a bien le reverse shell qui pop. On a passé l'étape la plus difficile de la machine. Donc c'est cool, mais on est loin d'avoir fini. Alors, maintenant que j'ai ce reverse shell, je fais de l'énumération. Ici on est sur WordPress. Ce qui est intéressant dans WordPress, c'est le fichier wp-configs. Pourquoi wp-configs est intéressant? Puisqu'en général, on a tout ce qui est connexion à la DB. Et là on a bien un DB user et un DB mot de passe qui est, je crois, le mot de passe par défaut. On a les clés secrètes aussi hotkey. Alright. Alors là du coup on pourrait faire ce qu'on fait d'habitude du tunnel, par exemple avec Chisel. On peut aussi utiliser une alternative en utilisant un script pondu à la va-vite par ChatGPT par exemple. C'est ce qu'on va faire ici, donc je demande à ChatGPT un script pour interagir avec la DB de WordPress. On va le faire depuis le dev SHM qui est donc la mémoire swap. Le script PHP, je vais le mettre dans mon répertoire www pour pouvoir le uploader sur la machine. Et je vais vous montrer un peu viteuf à quoi il ressemble. On va le faire en haut. Tac. Hop. SQL.php. Donc ça c'est pondu par ChatGPT. Mais globalement c'est du code PHP qui permet de se connecter à la base de données avec le WP password, WP user. Donc passe par défaut sur WordPress. Donc je vais utiliser un wget par exemple sur la cible pour le rapatrier sur la machine. Ma cible elle est ici. Wget, mon serveur web il est en écoute en haut à gauche. On voit bien le get avec 200 qui passe et j'ai bien récupéré le script PHP. J'ai plus qu'à le lancer avec en paramètre un show database pour voir s'il marche, et ça marche bien. Il se connecte à la DB, il me renvoie les différentes bases de données qui existent
Si je regarde les tables, c'est du classique avec WordPress, et la table qui nous intéresse sur WordPress, c'est WP Users, la dernière. On voit les deux utilisateurs qui avaient été identifiés par WP-Scan, Root et Shawking, avec Shawking, je sais pas comment on prononce, avec les deux H associés. Donc, je vais tenter de craquer ces H. Pour ce faire, on va remonter ici. On va faire un fichier qui s'appelle wp.hashes. Et dedans, on va mettre les deux H en question. Il faut enlever les backslash, il y en a plusieurs, sur la deuxième ligne, puisqu'elles sont là pour le slash en JSON. Ok, c'est du JSON d'ailleurs, ouais, c'est du JSON. Hop. Et donc maintenant que j'ai fait ça, on va lancer le craquage de ces haches avec RockU, parce que c'est la règle tacite, enfin je crois que même elle doit être écrite quelque part sur HackTheBox, où s'il y a du cassage de mot de passe à faire, il faut utiliser la liste RockU, sinon c'est que c'est pas la bonne piste. Et allons-y. Normalement, je l'ai laissé sur le pod file parce que c'est assez long, c'est genre à un tiers de la liste RockU, et là comme j'ai une peau VM pourrie, ça prend du temps. Mais là je suis pas rassuré, parce qu'il a pas l'air de me trouver tout seul. Qu'est-ce qu'il fout là? Ah voilà. Donc parfait, hein, je l'avais craqué en amont, sinon c'est un peu plus long. Après sur une machine, pas une VM mais une vraie machine classique, c'est quand même super rapide. Parfait, donc le mot de passe c'est Quantum Physics. Donc est-ce qu'on n'essaierait pas de réutiliser ce mot de passe avec donc le mot de passe de Shawking là. Donc ça se trouve Shawking, il utilise le même mot de passe sur WordPress et sur la connexion SSH. On teste. Et ça passe. Le mot de passe Quantum Physics fonctionne aussi sur le compte SSH de Shawking. Et on a enfin le user.txt de cette machine hardcore. Alors, on passe à la Privesc qui est un peu plus simple. Alors, un peu plus seulement parce que faut pas trop plus dire que c'est si simple que ça. Donc là, la bonne piste, c'est d'énumérer les services en écoute qui sont sur localhost qu'on ne voyait pas depuis l'extérieur. Et on voit qu'il y a le 3000 et le 9090 et le 3306. Le 3306, on a déjà joué avec, c'est la base de données MySQL. Si je regarde le 3000 avec un curl, on voit que c'est du web, ok, qui redirige vers /login. Donc je vais voir sur /login, ça renvoie un gros baratin. Donc soit je regarde le gros baratin, soit je mets dans un fichier, j'ouvre dans un navigateur, soit je fais un grep sur le titre pour voir que le titre c'est Grafana. Nous avons là un serveur Grafana. Donc Grafana, pour rappel, c'est une plateforme de représentation graphique de données statistiques libre de droit lancée en 2013, qu'on voit assez fréquemment hein, sur mes cibles, en tout cas chez mes clients, j'ai souvent du Grafana. Donc ici je vais dans le répertoire, si je continue l'énumération, je vais voir que dans le OPT data il y a un fichier intéressant qui est le grafana.db. Du coup je vais la récupérer sur ma machine pour pouvoir regarder ça. On va le mettre dans Interesting File. Donc le mot de passe de Shawking c'est Quantum Physics. Donc, le SCP me permet de rapatrier ce fichier grafana.db sur ma machine et je vais pouvoir, comment il s'appelle, Grafana, jouer avec ce fichier qui est en SQLite 3, SQLite 3 grafana.db. Je regarde les tables, il y en a pas mal. Je vais afficher les headers, ça sera plus beau.
select étoile from users au classique. Et on a un utilisateur développeur, un utilisateur admin avec les hash associés et les salts. Enfin, ici, salt, les cell en français. Ok, et ce qui est intéressant, c'est que si je regarde sur la machine cible les utilisateurs qui peuvent avoir un shell sur le Linux, on voit qu'il y a Shocking, le compte qu'on a compromis, et il y a développeur. Donc là, on a développeur qui apparaît aussi ici. Donc c'est probablement une bonne piste. Par contre, il n'y a pas de format H4 pour essayer de casser des hash Grafana directement, donc on va devoir, enfin on peut en tout cas utiliser une autre solution qui est Grafana to H4. Et je vais le faire où? Je vais le faire ici. En vrai, je pourrais casser celui-là, je pense qu'on en aura encore besoin. Ouais, allons-y ici, bim. Donc je clone du GitHub Grafana to H4. Je me fais un fichier, on va dedans quand même, Grafana. Un fichier qui contient les hashes. Donc on va le mettre ici. Donc il faut, de mémoire, c'est juste avec une virgule qu'il faut les séparer. Donc le hash et enfin le password et le salt. Password, le condensat du password, je sais pas pourquoi mettre password. Et pareil pour développeur. Ah mince, on va devoir le mettre en grand. Ouais, tout à l'heure je me suis loupé du coup. Hop. Non, c'est juste qu'ils sont pas la même taille? Non, je me suis loupé. Tac, tac, c'est mieux. Et le salt. Tac. Donc si je me souviens bien, Grafana to H4, quand on met... c'est vrai qu'en plus j'aurais pu faire un Python, je crois qu'il le dit. Grafana to H4. Bon, il dit juste le fichier. Il va falloir regarder sur l'help pour le format attendu du fichier. Même pas. Ah si, c'est là. H, salt. Donc a priori c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai déjà fermé le fichier. On est bon. Ah bah, il ne me reste plus qu'à lancer. Hein. Donc je lance ce script Grafana to H4. En source, il va donc prendre les mots de passe, enfin le condensat mot de passe LSL, et en sortie, il va le mettre au format craquable par H4. Et ça m'a l'air bon. Il m'a bien pondu un Grafana H4. Ça ressemble à ça, parfait. C'est du SHA-256. Et donc je peux lancer le H4 là-dessus, avec Rockue une fois de plus. Là, normalement c'est super rapide puisque c'est vraiment au début de la liste Rockue. Alors ça c'est pas mal. Pas assez de mémoire, la première fois qu'il me fait ça. What the fuck. S'il a viré le pot de file alors qu'il avait déjà... Il avait déjà pété. C'est embêtant ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de libérer de la mémoire. Ça me paraît gros quand même. C'est juste parce qu'il n'y a pas assez de mémoire. De toute façon, on n'a plus besoin de tout ça, donc allons-y. Je pense même qu'on n'a plus besoin de burp hein, maintenant qu'on est sur la machine. Quoique, est-ce qu'on n'a pas encore besoin de burp? Non, je crois qu'on va pouvoir y aller avec du curl. Ok, fermons tout ça. Je suis très surpris quand même. Ah ouais, putain, dis donc. Faut vraiment que je fasse une VM un peu plus puissante. En vrai, les mots de passe, évidemment, je les casse pas sur ma VM, j'ai des machines plus puissantes à côté pour ça. Mais là, pour la démo, c'était mieux d'être dans la VM directement.
Et donc il m'a vraiment fait sauter le podfile, mais je crois que celui-là c'est quand même... Bah tiens, il est déjà fini. Il a déjà recovered 1, donc je vais me casser et faire un -show. Et donc c'était Big Bang, tout bêtement, le mot de passe du compte développeur. Donc on aurait clairement pu le péter en brute force en ligne tellement c'est naze. Allons-y, donc je fais un su-développeur sur la machine cible et le mot de passe je le tape tellement il est court, Big Bang. Bim, on a les droits développeurs. Et ce développeur il a un répertoire Android dans son home et dedans on a un APK, d'où le fait que, comme je l'avais dit au début de la vidéo, on va faire un petit peu de Android. On va partir de SQLite, on n'a plus besoin, et dans Interesting File, on va récupérer ce Android en tentant de se connecter avec SSH et Big Bang, mais a priori il est dans le groupe SSH, c'est bon, je crois que j'ai même pas regardé. Et donc on peut se connecter avec SSH sur ce compte développeur. Donc là, il n'y a pas de groupe SSH, hein, c'est au niveau de la conf SSH. Bon, je vais pas prendre le temps de regarder, mais en gros, il est autorisé dans la configuration SSH à se connecter, c'est parfait. Alors, maintenant qu'on a cet APK, on va aller sur Appetize. Appetize qui est un .io, qui est un site qui permet de uploader des APK et de faire de l'analyse en ligne gratuitement. Par contre je vais le faire, sinon normalement c'est pareil. Tac. Je vais juste me connecter à appetize.io parce qu'il faut être connecté, sinon on n'a pas les droits. Login. Appetize.io. Tac, c'est vrai que j'aurais pu le faire sur l'autre navigateur. C'est pareil. Bim. Voilà, ça ressemble à ça. Donc je peux uploader mon app. Est-ce que je peux carrément faire un copier-coller peut-être? Donc là, je prends le point APK, je le pose là-dedans. Non, ça peut pas marcher. Il faut vraiment faire upload. Ah voilà, on drop le file ici. Je glisse l'APK ici. Le satellite-app.apk. Et parfait, il me le récupère. Ça s'appelle Big Bang. Et donc là, je peux carrément le lancer dans la VM à distance fournie par Appetize. Et donc cet APK, ça ressemble à ça. On a une invite de login qui apparaît quand on lance un APK sur un téléphone Android. Voilà, et donc si je tape par exemple développeur, comme mot de passe je mets Big Bang, login, error logging in. Donc ça c'est probablement parce que la VM fournie par Appetize elle n'est pas connectée à internet. Donc probablement que l'application nécessite un back-end connecté à internet pour s'identifier, d'où l'erreur de login. Donc avant de creuser le dynamique, on va regarder un petit peu le statique pour voir si on peut pas s'en sortir de cette manière-là plus rapidement que de faire une analyse dynamique connectée à internet. Donc on va faire un JADX GUI, un classique, j'en reparle pas, on l'a fait plein de fois. Please open the file. Notre fichier APK, je l'ai mis là-dedans. Et quand on regarde source code, on voit qu'il y a un paquet de fonctions, etc., de code, donc c'est clairement obfusqué. Mais si je fais un CTRL-SHIFT F, donc une recherche en gros à travers JADX, donc je tape HTTP puisqu'on sait, on pense qu'il y a un backend derrière. On voit effectivement des choses intéressantes et compréhensibles assez vite. On voit que le backend c'est app.bigbang.htb, d'où le fait, j'ai oublié de l'enlever, que j'avais mis dans etc hosts grep bigbang
le app Big Bang. Donc là je l'ai mis sur 121.0.0.1 puisque je vais faire une redirection pour aller taper le port 90.90 qui est sur la machine cible. Pour rappel, c'est quand qu'on l'a fait il n'y a pas si longtemps, hein. Ici, on va le refaire, ça ira plus vite. Netstat, je l'ai plus. Netstat.tupvn. On a le port 90.90 qui est en écoute sur la cible, et là ça montre bien que le app Big Bang il est sur 90.90, donc il est probable que ce soit ça. On peut si besoin confirmer ça autrement, mais là en testant on verra que c'est ça. Voilà. Deux autres choses qui sautent aux yeux, c'est l'utilisation de /login et /command. Donc on a deux URI de endpoint du backend. Et il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce async task 228F là. Donc si je vais dans ce fichier là, qui m'a fait, il est parti. Voilà, on voit le site requête post et on voit si on prend la classe async task off. Si je regarde où elle est utilisée, on voit que il y a un appel à la classe depuis différents endroits. View click on listener. Allons voir ça du coup. Et là on a bien please enter username and password. Donc c'est bien ça. Le username et le mot de passe sont envoyés à cette tâche qui fait une requête post derrière. Donc on va pouvoir tenter de jouer avec ça. Alors, comme je l'ai dit, on a redirigé le app Big Bang vers 127.0.0.1. Et donc du coup, pour que en local j'écoute sur le port 90.90, eh bien il faut que je me connecte et fasse une redirection avec SSH, enfin un tunnel SSH, vers le port 90.90 de la cible. Maintenant que j'ai fait ça, si je fais un netstat sur ma machine, je vois que j'ai bien le port 90.90 en écoute vers le backend. Alors allons-y, je vais faire un curl sur ce backend. On va mettre en grand, donc avec un login mot de passe au pif, en JSON. Et ça répond bad username or password. Donc c'est bien ça, hein, c'est bien le backend sans surprise de l'application Big Bang qui écoute sur ce port. Et on peut bien s'authentifier avec un post classique comme vu dans le code. Si j'essaye avec le compte qu'on connaît du développeur, ça passe, je récupère un token. Parfait. Donc on a un compte applicatif qui marche sur cette application. Et comme on va jouer pas mal avec le token, je vais mettre dans une variable token, le token qu'on récupère avec ce compte développeur. Une fois qu'on a fait ça, si je reviens sur le code statique, au niveau du view on click listener, on voit qu'il y a un move command activity qui parle de coordonnées. Et du coup, on avait donc /login et /command. Ici, a priori, c'est command. Donc, on va essayer de jouer avec ce /command maintenant qu'on sait jouer avec /login. Donc, allons-y. On fait un curl sur /command au lieu de faire /login. Il faut être connecté sans surprise. Je me connecte en mettant authorization bearer et mon token. Et ça me renvoie invalide commande. Donc a priori, je suis bien connecté, mais c'est juste que ma commande test 1, elle n'existe pas. Donc je reviens sur
le code et on voit qu'ici on a une commande move. Donc on va plutôt essayer de faire une commande move plutôt qu'une commande test. Et là il me renvoie invalid coordinate, le message d'ailleurs qui est... Non, il n'est pas là, je sais plus si on l'a vu celui-là. Mais en tout cas c'est bien une commande possible à faire sur la cible. Donc on progresse, donc il me dit qu'il faut un X, Y et un Z, donc si je mets au pif un X, Y et un Z, ça a l'air de marcher, on peut utiliser ce slash commande. Cool, je peux jouer avec slash commande. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur ce code? Il y a aussi un take picture activity qui semble être du coup une prise de photo. Donc, vu que c'est de coordonnées, est-ce que c'est des prises de photos via satellite peut-être? Si je double-clique sur cette prise de photo, ça me renvoie là, c'est pas super intéressant, donc on va plutôt faire un CTRL-SHIFT F et faire une recherche sur ce Take Picture Activity. Et on voit que il y a Q0B, il y a beaucoup de références à ce Take Picture Activity. Et là on voit qu'il y a commande Send Image. Donc on va jouer avec ce Send Image. Toujours avec un curl. Error Generating Images. Donc on peut bien jouer avec ce slash, enfin cette commande. Du coup, si j'essaye une injection de commande par exemple en mettant un point virgule ID dans le test.png en sortie, ça me dit oula, vous utilisez des caractères dangereux, donc a priori il y a une liste noire. Donc là dans la vraie vie j'aurais utilisé Burp Pro, du coup sur cette machine j'ai pas Burp Pro, c'est pas ma machine pro, où il y a des listes pour tester l'injection de commande. Donc là pour simuler un peu le Burp Pro je vais le faire avec FFUF. Mais avec Burp Pro c'est quand même plus simple. Et donc on voit qu'il y a pas mal de statuts 500 qui sont renvoyés. Donc ils sont tous 4 mots en retour. À part ici où il y a 13 et 12 mots là. Et ici il y a du 37 mots. Donc là ça semble intéressant. Donc si je prends, peu importe d'ailleurs, celui-là. Donc je fais un curl, comme on a fait là, mais au lieu de faire comme on a fait ici, au lieu de faire un point virgule ID, je vais mettre un retour à la ligne ID, retour à la ligne, \n. Comme ça. Et là ça me renvoie erreur no sock file or directory test.png. Donc a priori le retour à la ligne il est bien pris en compte. Du coup j'ai pas la sortie, mais j'ai bien une injection de commande possible. Donc pour valider ça, comme j'ai pas la sortie, je vais créer un répertoire /tmp own sur la cible. Allons voir si dans si c'était bien là, peu importe. Si dans /tmp j'ai bien un own, et c'est le cas. Et le own en plus il est en route. Donc là j'ai une injection de commande en tant que route. Je vais probablement pouvoir faire une privesc. C'était possible de faire un PSPI pour voir aussi que effectivement ça tournait en route quand on faisait l'injection de commande. Et du coup, maintenant que j'ai l'injection de commande, j'ai plus qu'à en profiter. Donc par exemple, en faisant un retour à la ligne, un cp bin bash tmp lisbeth, et au passage je fais un chmod 677. Vu qu'il sera route en mettant la SUID dessus, je pourrais avoir un bash SUID route, et donc j'ai plus qu'à faire tmp lisbeth
P pour préserver les droits, et je suis route. Et j'ai poney la machine. Cette machine qui est quand même bien hardcore. Donc si on est côté Blue Team, pourquoi on a pu poney cette machine? Donc il y a pas mal de choses, hein. Il y a la mise à jour qui était pas bonne, le plugin WordPress Pediform qui était pas à jour, la glibc qui était pas à jour. On avait le classique mot de passe faible, hein. Ça par contre dans la vraie vie c'est pas toujours aussi simple, hein, de casser les mots de passe, que là on sait que sur Hack-the-Box c'est du RockU, mais nous on a des cibles, enfin en tout cas moi j'ai des cibles françaises, donc RockU c'est pas toujours la bonne liste de mots de passe. Et il y a du reuse, ça par contre c'est du coup classique, hein, donc la réutilisation du mot de passe entre WordPress et SSH par exemple. Et enfin donc l'injection de commandes au niveau du back-end, donc évidemment comme souvent la liste noire pour empêcher les caractères dangereux, c'est pas une bonne idée, hein. Faut mieux utiliser une liste blanche d'entrée pour être sûr que ce qui rentre c'est assaini. Et puis faire tourner les commandes en route, c'est pas une bonne idée, hein. Normalement il faut faire un utilisateur autre que root qui fait tourner ses commandes sur le back-end. Voilà pour cette machine Big Bang. N'hésitez pas à laisser des commentaires et je vous dis à la fois prochaine pour faire un pas de plus vers le niveau ranking de Lisbeth Salander.